monde, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous avez passé une bonne rentrée pour les Français. Nous, aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau. Dorothée Puente. Alors, un gros morceau, je me comprends, hein, elle n'était pas très épaisse ni très grande. C'était une petite grand-mère qu'on croit quelqu'un de bien, avec un grand cœur. Mais sa maison de repos sera surnommée plus tard la maison de l'horreur. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, les personnes sensibles, elles doivent s'abstenir. Il n'y aura pas d'images choquantes, mais malgré qu'elle a une bonne tête de grand-mère bien sympa, comme votre grand-mère, Dorothée Puente, c'est une des plus grandes tueuses en série américaines. Alors, les personnes sensibles, cette vidéo n'est pas pour vous. Désolée. Petit rappel, avant de commencer, l'abonnement, les cloches de notification, les j'aime, le partage à fond des vidéos, l'Instagram, le petit nouveau, le Twitter, c'est gratuit. Allez, on y va. On va partir dans un premier temps en Californie. Plus exactement à Redlands. C'est là qu'est née Dorothée Puente. Mais son nom de naissance, en fait, c'est Dorothée Helen Gray. Elle est née le 9 janvier 1929. Oh là, ça me rajeunit d'un coup. Dorothée était la 6e enfant d'une famille qui compte 7 enfants. Ses parents n'étaient pas les meilleurs. C'était des personnes instables, alcooliques et violents. Ils travaillaient tous les deux dans l'industrie du coton. Mais bon, avec 7 enfants, c'est beaucoup en ce temps-là. Et là, sans aide, ils étaient plutôt pauvres. Le père, Jesse James Gray, était du genre dépressif. Et par-dessus le marché, il a attrapé la tuberculose. Il était toujours sur le canapé à boire. Un polstron permanent. Allant jusqu'à essayer de se suicider même une fois devant ses enfants. La mère, Trudy May Yates, était pas vraiment un modèle, elle non plus. C'était elle aussi une alcoolique qui se prostituait et ramenait même ses clients chez elle devant son mari et devant ses enfants. Alors d'un coup, franchement, je comprends mieux la dépression du père. Mais bon. En plus de ça, Trudy, elle alternait maltraiter et abandonner ses enfants. Super. Les enfants ont tellement eu une joyeuse jeunesse que Trudy en a perdu la garde en 1938. Et ils ont été placés, alors certains en orphelinat et d'autres dans la famille. Le père, donc Jesse, est mort de sa tuberculose quand Dorothée avait 4 ans seulement. Et la mère est morte par la suite d'un accident de moto en 1938. Juste après avoir perdu la garde de ses enfants. Dès son plus jeune âge, Dorothée était, plutôt perturbée. Elle mentait, elle s'inventait des vies, elle racontait à l'école qu'elle était mexicaine et qu'elle avait 18 frères et sœurs. Fichtre. À 16 ans, Dorothée était partie sur Washington. Elle avait changé son nom et se faisait appeler Cherry. Elle se prostituait pour gagner sa vie. En 1945, elle a rencontré Fred McFall. Donc c'était un ancien soldat qui avait 22 ans à l'époque. Il était fasciné par le travail charnel de Dorothée. Alors là, je pense que c'est la guerre qui a dû lui laisser des séquelles. En tout cas, il l'épouse très très rapidement. Ils ont eu une première fille en 1946 et une autre environ un an après. Alors, je connais pas les raisons, mais en 1948, ils ont divorcé. Dorothée s'est retrouvée donc seule, sans argent, avec ses 2 filles. Alors, pour vous dire, elle était vraiment dans la merde. Elle a décidé donc de placer une de ses filles à l'orphelinat et l'autre à Sacramento dans sa famille. Elle commence donc à raconter à tout le monde que Fred McFall était mort d'un arrêt cardiaque. Sympa pour lui. Elle continue donc après ça dans la prostitution.
mais ce coup-là, malheureusement, elle tombe dans l'alcool. Elle voulait plus d'argent, donc elle s'est aussi mise au vol à l'étalage. Jusqu'au jour où elle s'est fait arrêter par la police. Elle avait 18 ans à cette époque-là. Elle est condamnée à 1 an de prison et une évaluation psychologique. Mais elle a fait que 6 mois environ et elle est sortie après sous parole. Après sa condamnation, elle est allée vivre à San Francisco. Elle a continué évidemment à faire le travail qu'elle connaissait le mieux. En 1952, elle rencontre un homme suédois du nom d'Axel Johansson. Elle l'épouse quasi immédiatement, comme son ex-mari, le soldat. Elle lui a menti sur plein de choses. Elle lui a dit qu'elle était musulmane avec des origines africaines. Enfin, elle n'arrivait pas non plus à lui avouer qu'elle se prostituait. Mais pas de bol, à un moment, il se rend compte que Dorothée, elle avait loué une maison et dedans, elle y avait construit un bordel, carrément. Le propriétaire s'en était rendu compte, le propriétaire de la maison, et il l'avait balancé à son mari et à la police. Du coup, elle a fait 90 jours de prison. Après sa libération, la relation avec Axel, elle était super tendue. Ah, tu m'étonnes, toi, ta femme, elle monte un bordel derrière ton dos, t'es même pas au courant. Enfin bon, c'est chaud, hein. Il l'a même fait interner, donc Axel, quelques semaines en psychiatrie, c'était en 1961. Enfin bon, bref, c'était tellement tendu au final qu'ils ont divorcé en 1966. Il en avait plein le cul de tous ces mensonges. Mais Dorothée, rien à foutre. Dans la même année, elle épouse encore un autre homme, Roberto Puente, un Mexicain de 21 ans, donc beaucoup plus jeune qu'elle. Elle avait à ce moment-là 37 ans à l'époque. En tout cas, en parlant de ses 37 ans, Dorothée, elle était plus trop fraîche à ce moment-là pour la prostitution. Et le bordel, c'était trop risqué. La preuve, elle sortait de prison. Alors, donc, elle décide de devenir aide-soignante et aider les personnes âgées chez eux. Une sorte, vous savez, d'auxiliaire de vie, quoi. Alors, c'est super généreux de la part de Dorothée, hein. Mais le problème, c'est qu'elle a choisi ce boulot dans le but de les voler. Mais malheureusement, encore une fois de plus pour elle, son couple s'achève après 2 ans de relation. En fait, Puente, il l'avait épousée juste pour avoir ses papiers. Sa green card, quoi, vous savez. Dans ces années-là, justement, c'est là qu'elle a commencé à côtoyer, amicalement évidemment, le gouverneur de Californie, George Deukmejian, et sa femme. Alors, je vous mets la photo, elle est en deuxième en partant de la droite, la blonde. Mais j'ai pas trouvé en fait la date exacte de cette photo. J'ai cherché, mais je ne sais pas du tout. Je sais juste que ça se passe en fait dans ces années-là. Enfin bref, en 1968, elle décide d'acheter sa propre maison pour entretenir les personnes dans le besoin. Elle achète alors une grande maison énorme qu'elle a classée un peu comme le Titanic, vous savez. La cave pour les personnes qui n'ont pas de revenus, le rez-de-chaussée pour les personnes diminuées handicapées, le premier étage pour les personnes qui avaient un revenu et le deuxième étage était juste pour elle, évidemment. Elle avait aussi rempli des placards entiers de médicaments qu'elle ne savait même pas utiliser parce que justement, elle n'était pas qualifiée pour les utiliser. Mais bon, elle avait l'air de savoir ce qu'elle faisait, de quoi elle parlait. Elle avait l'air de connaître son boulot. Puis en même temps, elle devait juste s'assurer que les personnes prennent bien leur traitement. Du coup, les gens, ils lui ont fait une confiance aveugle. L'arnaque qu'elle avait mis en place, l'arnaque en fait, c'était qu'elle encaisse les chèques de l'État qui à la base étaient destinés à ses pensionnaires. Et elle disait donc aux familles que c'était des alcooliques et que s'ils avaient leur argent, ils allaient chercher à boire et faire n'importe quoi avec. Le pire, c'est que son arnaque a fonctionné parfaitement. Après 6 ans, donc en 1974, Dorothée décide d'engager un gardien, Pedro Montelgo.
Très vite, elle commence à l'emmener un peu partout avec elle. Elle lui propose une des chambres chez elle et la coquine, elle arrive à ses fins et ils se marient. Mais Pedro commence à la soupçonner de voler ses pensionnaires. Alors, après seulement 1 mois de mariage, il l'a quittée. Normal. Au milieu des années 70, Dorothée s'est fait griller. Tout bêtement en plus. Y a un de ses pensionnaires qui s'est fait arrêter par la police, qui a été mis en prison. Et pendant ce temps-là, Dorothée, elle signait et elle encaissait encore les chèques à sa place, sans qu'il le sache évidemment, le mec il était en prison. Dorothée a donc été arrêtée et condamnée à 5 ans de probation, plus une évaluation psychiatrique, qui révélera qu'elle avait des symptômes de schizophrénie et qu'elle était dangereuse pour la société. Mais bon, c'est pas grave, ils l'ont laissée sortir. Alors, Dorothée a continué à être aide-soignante, mais dans le privé ce coup-ci, évidemment. Le problème, c'est que sa réputation a chuté à Sacramento, parce que tout le monde en a entendu parler forcément de cette histoire. Alors, elle a décidé de changer son apparence. Elle a pris l'air de cette gentille mamie, toute innocente que vous voyez sur les photos, qui veut juste aider les personnes dans le besoin, donc Mère Teresa quoi. Elle a arrêté de se teindre les cheveux, elle portait des vêtements de vieille dame, elle portait des grosses lunettes. En fait, elle ressemblait carrément vraiment à une chouette ratatinée quoi. Elle disait qu'elle avait 60 ans, alors qu'en fait elle en avait que 50, elle s'était vieillie de 10 ans. Enfin bon, vous voyez un peu le truc. Un jour, dans un bar, elle rencontre un type qui avait besoin de quelqu'un pour entretenir toute sa famille. Après avoir parlé un petit peu à Dorothée, il la ramène chez lui et la présente donc à toute sa famille. Malheureusement pour eux, ils l'ont choisie et ils l'adoraient en plus. Elle a même été la marraine d'un des enfants. En parallèle, elle s'est trouvée aussi un autre boulot. Elle devait aller voir d'autres personnes malades dans leur maison et les aider aussi. C'était une chance inespérée pour Dorothée, ça faisait plus de personnes à voler. D'ailleurs, certains l'ont accusée de vol. Mais comme elle avait l'air de cette gentille petite vieille dame, les gens ils croyaient qu'elle était innocente, qu'elle y était pour rien dans tous ces vols. Un jour, Dorothée, elle a trouvé sa victime parfaite. Esther, donc une femme super riche. Dorothée, elle lui volait de l'argent, des bijoux, des bibelots. Avant que Dorothée donc aille travailler chez Esther, la santé d'Esther était stable. Elle n'avait pas de problème en particulier. Mais elle s'est mise d'un coup à aller chaque semaine à l'hôpital pour des problèmes cardiaques. L'un des médecins donc d'Esther, il a commencé à soupçonner que Dorothée, elle y était peut-être pour quelque chose. Et il a décidé de passer chez elle un jour où Dorothée venait. Le jour prévu, ce médecin est arrivé à la maison d'Esther, mais il a remarqué qu'Esther se sentait très bien et qu'elle était très heureuse. Bon, après donc cette visite chez Esther, Esther n'est plus retournée à l'hôpital voir son médecin chaque semaine. Donc les médecins, ils le voyaient bien et ils ont arrêté de s'inquiéter. Ils ont pensé que sa santé d'ailleurs s'était très bien améliorée. Jusqu'au jour où ils reçoivent un appel d'un médecin d'un nouvel hôpital. Celui-ci a demandé comment était l'état de santé d'Esther avant qu'elle ne change d'hôpital et de médecin. En fait, la santé d'Esther s'aggravait de jour en jour. L'ancien médecin demande donc direct un examen toxicologique qui révélera d'ailleurs qu'elle prend plein de médoc et en excès et ça la rendait malade. À la base, ces médicaments, en plus, ils n'étaient même pas prescrits pour Esther, mais ils étaient prescrits pour Dorothée. En fait, la maline, pour pas se faire repérer par les médecins qui la soupçonnaient déjà, Dorothée, elle a emmené Esther dans un hôpital, mais beaucoup plus loin.
Dès que la famille a appris évidemment la nouvelle, ils ont immédiatement viré Dorothée. C'est pas surprenant, toi. Mais bon, elle pouvait quand même toujours exercer, étant donné qu'il n'y avait aucune preuve de solide en fait contre elle. Enfin bref, quoi qu'il en soit, en 1980, Dorothée s'arrête dans un bar. Oui, elle aime bien les bars, Dorothée. Et elle rencontre donc un homme qui s'appelle Malcolm Mackenzie. Cet homme, il avait 74 ans. Ils flirtent un peu, elle et Dorothée, et ils décident tous les deux de finir la soirée chez l'homme en question. Ils prennent un taxi, mais au moment où ils arrivent devant le domicile de Mackenzie, celui-ci, il peut plus bouger. Il est complètement paralysé en sortant du taxi. Et c'était pas l'alcool, parce qu'il en avait pas beaucoup bu, il avait quasiment rien bu. Dorothée donc le prend, l'assoit sur son canapé et il était un peu dans le coltard quoi. Et il voit que Dorothée commence à le cambrioler. Lui il était sur son canapé en mode légume quoi. Et il voit Dorothée qui cambriole son appart. Donc elle a pris une grande valise en fait et elle a mis tout ce qui avait de la valeur, argent et tout dans cette valise. Et quand elle allait partir, elle remarque en fait une belle bague au doigt de Malcolm Mackenzie. Et bah elle lui a enlevé, elle lui a pris et puis elle s'est barrée. Malheureusement pour elle, 2 jours après, la police est évidemment venue chez elle et elle leur a menti en disant qu'il avait dit que, en fait, de prendre ses affaires lui-même. En fait, c'était lui qui était d'accord et qui lui avait dit « Tiens, embarque mon argent, embarque tous mes objets de valeur, il n'y a pas de souci, sers-toi, fais comme chez toi. » Enfin bon, voilà, ça n'a pas pris du tout avec les policiers, évidemment, quoi. Donc, ils ont demandé à Dorothée de rester évidemment tranquille pendant 3 mois jusqu'à son procès. Parce que bon, en même temps, c'était une personne âgée, donc ils ne voulaient pas vraiment la mettre en prison pour si peu, quoi. Grosse erreur, on s'en rendra compte par la suite. Donc, pendant 3 mois, Dorothée, manque d'argent, hein, elle est plutôt dans la merde, hein, et elle pouvait plus dépouiller qui que ce soit. Elle a alors réfléchi, et elle a eu une idée. Créer une sorte d'association pour s'occuper des gens diminués et handicapés. Elle contacte alors une de ses copines. Ruth Monroe, 61 ans. Dorothée l'appelle donc pour exposer son projet et pour avoir une aide financière. Alors, Ruth, c'était une femme mariée et son mari, malheureusement, il souffrait d'un cancer. Il lui restait vraiment très très peu de temps à vivre. Après la mort donc de son mari, Ruth s'est installée avec Dorothée. On est donc en 1982. Les enfants de Ruth remarquent à ce moment-là, vraiment très peu de temps après que leur mère ait emménagé avec sa copine Dorothée, que l'état de santé de celle-ci est en train de s'aggraver vraiment très subitement. Jusqu'au jour où Dorothée appelle la famille de Ruth en leur annonçant sa mort. Incapable de croire à ça, évidemment, ils demandent une autopsie et les résultats tombent. C'est une overdose de codéine. Il commence donc forcément à suspecter Dorothée. Malchance pour notre charmante Dorothée, son procès approchait et elle savait qu'elle irait en prison si elle s'échappait pas, évidemment. Alors, elle est allée retirer tout l'argent de la compagnie qu'elle avait créée avec Ruth et ensuite, elle est allée voir une de ses copines, une autre copine. Elle lui a donc demandé de passer un peu de temps chez elle si ça la dérangeait pas. Évidemment, cette dame a accepté, sauf que, étant donné que Dorothée n'est pas la meilleure des personnes de confiance, elle a drogué sa copine et elle a pris tous ses biens. Carte de crédit, chèques, objets de valeur, enfin bon. Et elle s'est donc enfuie. Dorothée, donc, est une amie que tout le monde rêverait d'avoir. Soit tu es assassiné, soit tu es drogué. Père
Perfect. Enfin bref, quand cette dame s'est réveillée, donc elle a remarqué le cambriolage et elle a direct appelé la police. Peu de temps après, la police a donc arrêté Dorothée sur la route qui allait au Mexique. Elle s'était déjà barrée très très loin. Elle a donc été condamnée à 5 ans de prison. Le meurtre de Ruth n'étant pas encore prouvé et découvert. À sa sortie de prison, Dorothée était encore plus féroce. Elle a commencé une correspondance donc pendant son incarcération avec Everson Gilmouse, âgé ce monsieur de 74 ans. Sa femme, elle venait juste de mourir et il a écrit aux prisonnières pour trouver une nouvelle épouse. Bon, c'est pas le mieux à faire, mais bon. Dorothée n'était pas du tout intéressée par cet homme dès le début, mais quand il a commencé à discuter avec elle et qu'il lui a dit que l'État lui versait donc une pension chaque mois, bien évidemment, Dorothée a eu un coup de foudre. Elle était folle amoureuse de lui, mais vraiment d'un coup, là, c'était le coup de cœur absolu. Enfin bref, en 1985, Dorothée sort donc de prison. C'est Everson qui est venu la chercher dans son pick-up rouge. Il avait tout quitté. Ses enfants, sa maison, toute son ancienne vie, juste pour être avec Dorothée et commencer une nouvelle vie avec elle. Quand Everson a commencé à vivre avec Dorothée, il a arrêté d'écrire à ses enfants. Ça les a vachement inquiétés et ils ont donc appelé la police. Normal, attends, tu sais que ton père, il est parti avec une reprise de justice qui a fait arnaque et tout et quoi que ce soit. Et d'un coup, t'as plus de nouvelles de ton père. Il y a anguille sous roche, comme on dit, il y a une couille dans le pâté. Enfin, il y a de quoi du moins s'inquiéter. Surtout si c'est Dorothée Puente. Enfin bref, quand la police donc de Sacramento est venue, Everson, il allait très bien. Il était en forme, le monsieur, il n'y a pas de souci, il avait la pêche. Alors, il était furax après ses enfants d'avoir fait déplacer la police. Mais bon, en même temps, sérieux, il y avait de quoi s'inquiéter quand même. Donc, il a appelé les enfants et il les a engueulés. Puis alors, quelque chose de bien. Dorothée, elle a écrit, elle aussi, par-dessus le marché aux enfants pour leur demander de les laisser vivre tranquilles, de les laisser vivre en paix. Donc voilà, les enfants, ça les a calmés. Après un moment, Dorothée a décidé de changer sa maison au 1426 F Street en maison pour prendre soin des personnes diminuées, comme avant. Bah voyons. En tout cas, c'était vraiment assez spacieux pour accueillir 8 locataires. En novembre 1985, donc les enfants d'Everson ont reçu une lettre de leur père annonçant que son mariage avec Dorothée était annulé. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que c'est Dorothée qui a écrit cette lettre. Quelque temps après cette première lettre, ils en reçoivent encore une autre en disant que Everson a quitté Dorothée et qu'il était parti vivre ailleurs, à Perpète-les-Oies. Mais bon, la vérité, c'est que Dorothée, elle a tué Everson, elle a mis le corps de son fiancé dans une des chambres de sa pension, en attendant qu'elle trouve une solution pour s'en débarrasser. Alors, un homme du nom de Ismael Flores est venu faire des travaux dans la maison de Dorothée. Et elle lui vend même d'ailleurs le pick-up parce qu'ils se sont fait un petit peu amis plus ou moins au fur et à mesure des travaux. Elle lui vend donc ce pick-up pour $800. C'est vraiment pas cher. À la fin des travaux, elle demande donc à Ismaël de construire une caisse pour mettre des livres qu'elle avait en trop. Bon, alors lui, il l'a fait sans réfléchir, même si la caisse en question faisait les dimensions exactes d'un cercueil.
Une fois qu'elle a mis notre pauvre Everson dans cette boîte, elle a demandé à Ismaël de l'aider à transporter cette caisse de livres. Et à mi-chemin, donc, elle lui demande de s'arrêter à côté d'une rivière et de laisser la caisse sur place, sur le bord de cette rivière. Alors lui, clairement, il est con. Faut vraiment être débile pour se poser aucune question de laisser une caisse pleine de livres sur le bord d'une rivière. Mais bon, bref. C'est en 1986 qu'un pêcheur trouve cette caisse et surpris par les dimensions et l'odeur, lui, il a été intelligent et il a donc appelé la police. Quand la police est arrivée, c'était un corps inidentifiable qu'ils ont retrouvé. Dorothée, elle, pendant ce temps-là, elle encaissait toujours l'échec d'Everson et elle écrivait aussi à ses enfants. Dorothée, elle courait tellement après l'argent, qu'elle a continué à voler l'argent de ses pensionnaires, toujours avec la même excuse que c'était des alcooliques, alors qu'il fallait qu'elle gère leur argent. Et ben mine de rien, Dorothée, elle se mettait 5 000 $ par mois dans les poches avec son arnaque. C'est énorme. Et vu qu'elle avait une interdiction d'ouvrir une pension avec sa probation de son ancienne condamnation, elle disait aux agents de probation qui venaient que c'était soit des amis ou des invités. En 1987, une vieille dame de 78 ans arrive à la pension de Dorothée, c'est Betty Palmer. Alors Betty, malgré son âge, c'était une dame dynamique et amusante. Mais en arrivant à la pension de Dorothée, Betty, elle était toujours fatiguée et tombait toujours malade. Un mois après sa venue, Dorothée dit d'un coup comme ça aux autres pensionnaires que Betty était retournée chez elle et que sa fille était venue la prendre. Mais la vérité, c'est que Dorothée a tué Betty, soit par une overdose, soit par une toxification, on ne sait pas trop. En tout cas, Dorothée savait pas quoi faire du corps, elle était emmerdée, donc elle a alors décidé de l'enterrer dans son petit jardin. Mais le jardin de Dorothée étant très très petit, elle a alors décidé de décapiter Betty. Notre brave grand-mère lui a également coupé les bras et les pieds. De plus, en passant, on ne retrouvera jamais les membres de Betty. Alors, est-ce qu'elle les a mis à la poubelle ou fait manger à ses autres pensionnaires? On ne sait pas. Notre charmante Dorothée a ensuite enveloppé le corps de Betty et l'a enterré en plein milieu de la nuit dans son jardin, qui se trouve juste à côté de la rue. Mais comme Dorothée avait l'habitude de jardiner la nuit, ça a choqué personne, absolument personne. Alors, je sais pas pour vous, mais je sais pas quel genre de voisinage c'était, mais c'est quand même choquant, je sais pas, moi, une mamie qui jardine un corps décapité, non? James Gallo, 62 ans. C'est un homme alcoolique avec une tumeur au cerveau. Lui, il pouvait pas prendre soin de lui seul. Il a également rencontré Dorothea dans un bar et il a dit à Dorothée qu'il avait une pension de l'État. Et tout de suite, Dorothée, elle est tombée sous le charme. Elle s'est proposée donc de s'occuper de lui. James a donc déménagé à la pension de Dorothée. Mais il n'était pas d'accord, lui par contre, que Dorothée encaisse ses chèques. Malheureusement pour lui, ses médecins ont mis Dorothée en charge de ses médicaments parce qu'après ses opérations, il avait besoin d'une personne pour l'aider, vous savez, dans la vie courante. Et
pour prendre et gérer ses médicaments. Et bah au final, il aurait mieux fallu pour lui qu'il tente sa chance tout seul. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Dorothée s'est donc fait plaisir. Elle a surdosé James. Lui pensait que c'était les effets indésirables dus à son opération, mais malheureusement, il avait tort. Un jour, Dorothée s'est levée et a dit à tous les pensionnaires que James, la veille ivre, aurait pris toutes ses affaires et qu'il serait parti dans une autre pension. Alors, pas de souci, hein, c'est vrai qu'il est parti, hein, mais il n'était pas très loin en fait, hein, il était juste dans le jardin. Comme vous l'aurez deviné, Dorothée l'a tué, elle l'a mis dans sa chambre mortuaire le temps qu'elle creuse un trou et dans la nuit, elle l'a mis dedans. Ah, je vous avais prévenu dès le départ, hein, au début de la vidéo, hein, que c'était une charmante grand-mère. Hein. En tout cas, le lendemain, elle a appelé le médecin de James en disant qu'il avait quitté la pension et qu'il était rendu dans une autre ville. Alors donc du coup qu'il n'avait plus besoin de ce médecin. Le médecin de James trouve bizarre que ce soit Dorothée qui appelle. Alors il fait un check-up vite fait dans les examens médicaux de James et il découvre alors que James a pris du Dalmaran. Le Dalmaran est un médicament puissant pour les insomniaques. Ça les aide en fait, si vous voulez, à dormir. Enfin bref, le médecin de James avait jamais prescrit ce médicament. En fait, c'était Dorothée qui achetait ce médicament et d'ailleurs, tous ses pensionnaires en prenaient. Dorothée leur disait qu'ils auraient un bon sommeil tranquille avec ça. Enfin bon, elle leur donnait surtout pour être et d'une tranquille et personnellement, je pense les affaiblir pour mieux les contrôler. Vera Fay Martin. Donc cette dame, elle était âgée de 64 ans. Elle est arrivée en très mauvaise santé à la pension. C'était vraiment un fardeau pour Dorothée. Vera, elle est restée qu'une semaine seulement dans le pensionnat et puis elle a été tuée par Dorothée pour que celle-ci puisse utiliser ses chèques de l'État comme pour les autres. Les enquêteurs pensent que Vera a été enterrée vivante car la terre a été creusée de l'intérieur. Benjamin Fink, un homme alcoolique de 55 ans. Lui et Dorothée se sont mis en couple, mais pas longtemps. Hein. Un soir, ils se sont disputés. Benjamin, il était ivre et il a commencé à crier sur Dorothée. Elle l'a pris par la main et on ne l'a plus jamais revu après qu'il soit monté avec Dorothée à l'étage. On était donc rendu à ce moment-là en avril 1988. Au réveil, le lendemain, les pensionnaires ont tous demandé où était Benjamin, forcément. Et elle leur a dit qu'après la dispute de la veille, il avait pris toutes ses affaires et il était reparti. Mais la vérité, je pense que j'ai pas besoin de la dire. Si, je vais le faire quand même. Notre grand-mère Mazo l'a aussi tué et enterré dans son jardin. À cette période, les voisins et les pensionnaires commencent à se plaindre des mauvaises odeurs venant d'une chambre dans la maison. Oui, parce que vu que tous les corps sont passés par cette chambre, un liquide, en fait, vous savez, qui commence au niveau de la décomposition, coulait sur le tapis à chaque fois. Cette odeur, elle était horrible. Et ça s'était carrément en fait imprégné au fur et à mesure dans ce tapis. Et ça remontait en fait un peu dans les murs, toutes les parois des maisons. Et du coup ça sentait le rat mort un peu partout, quoi. Donc à ce moment-là, Dorothée, elle devait vraiment se calmer au niveau des meurtres. Mais non! Léona Carpenter, 78 ans. Alors, Léona était la favorite de Dorothée.
parce qu'elle ne posait jamais de questions, que ce soit sur son argent ou même ni sur quoi que ce soit d'autre en fait. Mais Dorothée l'a quand même tuée et la pauvre Léona a elle aussi fini en engrais humain dans le jardin. Dorothy Miller, 65 ans. Elle a été vue vivante la dernière fois en octobre 1987. Alors ce coup-là, Dorothée, elle a dit au pensionnaire que Dorothy a été arrêtée par la police et que suite à ça, elle lui a demandé donc de partir du pensionnat. Mais la vérité, c'est qu'elle aussi, elle a été assassinée et enterrée dans le jardin, étant donné qu'il restait de la place, évidemment. Alvaro Bert Montoya, 52 ans. Alors lui, il est arrivé chez Dorothée en février 88. C'était un homme alcoolique, handicapé mental et schizophrène. Alvaro, par contre, il était aimé par tous. Il n'avait pas besoin d'une aide médicale non plus, mais juste d'une personne en fait pour le surveiller continuellement. Il était très ami avec une certaine Judy Moyes. Alors elle, c'était une bénévole dans une association d'aide aux personnes handicapées ou sans-abri. Elle et Alvaro, ils étaient venus visiter la pension et avaient adoré cette vieille dame, Dorothée, qui leur avait dit qu'elle avait 70 ans et que c'était une ancienne infirmière de la Seconde Guerre mondiale. Alors que c'est vraiment que des conneries. Mais bon, Judy, elle a rien vu venir. Elle a laissé Alvaro dans la gueule du loup. Et quand Judy est revenue voir son ami Alvaro donc le lendemain, il était vraiment très content. Mais Dorothée s'est bien gardée de dire à Judy qu'elle avait déjà encaissé son premier chèque. À un moment, Judy, n'ayant plus de nouvelles d'Alvaro, elle était super inquiète et donc elle appelle Dorothée pour parler à Alvaro. C'était en octobre 1988. Mais la réponse de Dorothée l'a inquiétée 10 fois plus. Elle lui a sorti qu'elle avait dû emmener au Mexique Alvaro pour qu'il soit soigné et que son traitement durera à peu près quelques semaines. Enfin bon. Judy, elle a paniqué, mais elle lui a quand même, dans un premier temps, demandé de la rappeler quand il reviendra. Mais les semaines passent et toujours pas d'appel en fait. Judy, donc, recontacte Dorothée pour lui signifier que là, elle va appeler la police. Elle va déclarer la disparition. Peu de temps après cet appel téléphonique, elle reçoit l'appel d'un gars qui prétend être l'oncle d'Alvaro, qui lui a dit qu'il l'aurait emmené en Utah et laissé là-bas. Mais alors, Judy, qui est pas née de la dernière pluie, elle a rien cru de tout ça et ni à la nouvelle version d'ailleurs de Dorothée, qui lui a sorti que ce coup-ci, en revenant chez elle, elle avait trouvé une note sur la porte lui signifiant qu'Alvaro était parti avec son oncle. Enfin, que des trucs bidons et Judy, elle n'a pas marché là-dedans. N'étant donc pas un lapin de 6 semaines, elle a donc du coup fait un rapport de disparition à la police qui était le 7 novembre 1988. Le 11 novembre, la police est arrivée sur les lieux. Ce sont des agents, alors John Cabrera et Terry Brown, qui se sont pointés donc chez Dorothée. Ils n'ont pas trouvé les affaires d'Alvaro, ni évidemment Alvaro. La police a donc commencé à partir. Mais avant d'arriver en fait à la sortie, t'as un des pensionnaires en fait qui glisse une note au détective en lui disant qu'il veut le rencontrer, mais pas dans la pension, à un autre endroit en fait. Le détective, hop, il prend le bonhomme, il l'interroge et cet homme, le pensionnaire, lui balance en fait qu'il a menti sur tout ce qu'il a dit à la pension. Qu'il ne sait pas où est Alvaro,
qu'il a menti parce que Dorothée a demandé à tous les pensionnaires de dire la même chose. Il a aussi dit que Dorothée avait crié plusieurs fois sur Alvaro et la veille de sa disparition, il aurait crié haut et fort à qui voulait l'entendre que Dorothée lui avait volé son argent. Le pensionnaire raconte aussi que comme sa chambre elle est à côté des escaliers, il entend tout. Il entend des coups, des gros bruits sourds et que le lendemain matin, bizarrement, un pensionnaire disparaît. Sans compter un nouveau trou aussi le matin fait dans le jardin, ou fermé ou ouvert. Après cette discussion, donc le détective, il fait directement intervenir la brigade des homicides. Il a compris tout de suite. Pendant les fouilles, Dorothée était calme. Elle a même fourni une pelle supplémentaire aux enquêteurs. Regardez, je vous mets la photo. C'est l'enquêteur et la pelle que Dorothée lui a donnée. Ils ont d'abord donc déterré un os de jambe humaine et un pied décomposé. Donc au final, ils ont retrouvé 4 femmes et 3 hommes dans le jardin. Pour certains, ils étaient presque en état de momification. Dorothée leur a dit pendant qu'ils déterraient les corps, « Bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi hein ?» C'est un truc de fou. Je sais pas, je comprends pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin bon, Dorothée, à ce moment-là, elle était âgée donc de 59 ans. Elle a été autorisée à partir s'acheter un café dans un hôtel voisin pendant que la police sortait des bouts d'êtres humains au fur et à mesure. Alors, je déconne pas, c'est pas des conneries. Les policiers lui ont vraiment dit qu'elle avait le droit de partir. Alors, évidemment, Dorothée, après avoir acheté ce fameux café, s'est enfuie et elle s'est barrée à Los Angeles. Là-bas, elle a été dans un bar et elle a rencontré un charpentier à la retraite, Charles Wilkes, qui, malgré qu'elle s'est présentée comme Donna Johansson, l'a reconnue direct et il a appelé la police. La traque de Dorothée s'est quand même étendue jusqu'au Mexique. C'est énorme, énorme. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Le procès de Dorothée a eu lieu en Californie en 1993. Il a duré 5 mois avec pas moins de 150 témoins et des milliers d'éléments de preuve. Ça a été la plus longue délibération de l'histoire de l'État. La délibération a duré 24 jours. C'est énorme. Et apparemment, il y a même eu une baston. Je vous jure, c'est pas des conneries. En tout cas, et heureusement, Dorothée est condamnée à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Elle a été reconnue coupable, par contre, juste pour 3 meurtres. Je pense que c'était tellement le bordel, que ce soit au procès ou à la délibération, qu'ils n'ont pas cherché à avoir encore plus que 3. Déjà, elle passerait le reste de ses jours certainement en prison. Dorothée a donc été incarcérée au California Center Facility, une prison en fait pour femmes à Chowchilla. Elle a été enfermée là-bas pour le reste de sa vie, où elle y est morte à 82 ans de cause naturelle. Elle est morte exactement le 27 mars 2011. La maison, quant à elle, a été peinte en marron. Elle a été visitée pendant longtemps. Il y a eu des visites organisées de cette macabre maison. Et apparemment, maintenant, elle serait habitée et pavée à l'extérieur. Alors, perso, je me sentirais pas à l'aise d'habiter au-dessus d'une fosse commune et dans une maison où il y a eu une chambre mortuaire. Enfin, je sais pas comment ils font les gens, mais moi, personnellement, je pourrais pas vivre là-dedans. Voilà, j'ai fini. Donc, vous connaissez maintenant l'histoire de Dorothée Puente, cette célèbre tueuse en série, grand-mère, qui plus est. Enfin, ça, c'est relativement rare.
Donc voilà, cette femme horrible qui a fait du mal, que ce soit à ses amis ou à ses pensionnaires dont elle était censée s'occuper. Voilà. Bon, bah, je vais vous faire des gros bisous. En attendant, n'oubliez pas l'abonnement, les j'aime, la petite cloche de notification, partager à fond, à fond, à fond, et le Twitter et l'Instagram. Ah, j'allais oublier, j'ai une petite demande à vous faire pour la fin. Ce matin, j'ai vu que j'avais une autre vidéo qui avait été bloquée au niveau, vous savez, des droits d'auteur. C'est la vidéo sur les gangs, malheureusement. Donc, elle est bloquée partiellement. Donc, je ne sais pas, je sais qu'il y a des pays où vous pouvez la voir et d'autres non. Donc, il va falloir forcément que je la refasse et que je la reposte. Mais est-ce que je dois la refaire entièrement ou est-ce que je dois essayer de poser une musique pour couvrir la musique qui est déjà dessus? J'aimerais vraiment votre avis, voilà, de qu'est-ce que je dois faire de cette vidéo. Voilà. Bon, bah merci beaucoup de m'avoir regardé, je vous fais des énormes bisous et en attendant, faites gaffe à vous. Bye.